Bienvenue dans ce tout nouveau point marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de Kevin Tauzé. Un grand bonjour à tous, un grand bonjour aussi à toi, Kevin. Merci d'être présent aujourd'hui pour nous donner ton éclairage. Bonjour Imen et bonjour à toutes et à tous qui nous suivez pour ce nouvel épisode de Carmignac et Easy Bourse sur le point de la semaine. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, donc avec notamment les principaux mouvements de la semaine et en particulier l'évolution du cours du Brent. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que sur cette semaine, il y a plusieurs, on va dire, mouvements de marché à commenter. Alors si on commence par les mouvements sur le pétrole, c'est vrai qu'on a eu un mouvement très notable avec une baisse de près de 9% sur les cours du pétrole. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh bien, parce que ce mouvement baissier, eh bien, c'est parce qu'il y a on va dire, des perspectives de baisse de la demande, avec, eh bien, dans le sillage, on va dire, des perspectives de ralentissement économique d'une part, et puis aussi parce qu'on a eu des rumeurs sur la fin de la semaine, selon lesquelles la Chine aurait commencé à puiser dans ses réserves stratégiques. Alors, comme d'habitude, avec les informations qui viennent de Chine, c'est parfois, on va dire, difficile ou délicat de séparer le vrai du faux, mais c'est quelque chose qu'elle a déjà fait par le passé. Et donc, c'est tout à fait plausible, encore une fois. Pourquoi? Parce que, eh bien, si la Chine prépare sa réouverture, la fin, en tout cas, les moindres mesures difficiles liées au zéro Covid, eh bien, elle veut sans doute, si elle prépare cette réouverture-là, essayer d'éviter à tout prix d'importer une inflation liée aux matières premières. Donc ça, c'est un mouvement qui était très important sur la semaine. Alors, il y a d'autres chiffres à commenter aussi sur cette semaine. On voit eh bien, sur la partie de gauche des mouvements assez différenciés entre ce qui s'est passé sur les marchés d'actions européens, ce qui s'est passé sur les marchés d'actions américains et puis sur les marchés d'actions chinois. Alors si on commence par ce qui est le plus proche de nous, en Europe, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des marchés d'actions européens qui ont surperformé. Vous voyez que ces actions de la zone euro ont enregistré une performance de plus 1,5% cette semaine. Et sur le début de l'année, ils ont quand même bien rattrapé depuis leur point bas avec une performance à peu près de moins 9% depuis le début de l'année. Et corollaire, en tout cas en parallèle de cette surperformance des marchés d'actions, on voit que les marchés de taux européens, les taux euros à 10 ans, eux, s'inscrivent en baisse. Et donc, on a bien eu ce mouvement-là avec une baisse des taux d'intérêt d'un côté et une surperformance, une performance positive des marchés d'actions. On y reviendra tout à l'heure. Alors, aux États-Unis, on voit des marchés d'actions américains qui, eux, s'inscrivent en baisse. Qu'est-ce qu'on a eu aux États-Unis la semaine dernière? Eh bien, on va dire, là aussi, on a parlé quelques fois, ce bras de fer entre l'inflation et la récession. Eh bien, on a eu des chiffres d'inflation la semaine dernière aux États-Unis, notamment liés au prix à la production, qui sont, eux, ressortis moins forts qu'anticipés. Et ça vient renforcer cette thèse de la désinflation, c'est-à-dire qu'après 12-18 mois, on a eu une hausse assez violente des prix à la consommation, des prix à la production. Eh bien, on est en train de rentrer dans une phase bien de décélération de cette inflation. Alors ça, c'est plutôt le côté, on va dire, positif pour les taux d'intérêt. De l'autre côté, on a eu quand même des déclarations de certains membres de la Réserve fédérale qui sont venus un petit peu tempérer les anticipations et notamment les mouvements de marché. Et donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu des actions américaines qui ont sous-performé, avec notamment le secteur technologique et puis les actions cycliques qui étaient également à la peine. Et sur les mouvements de taux d'intérêt, vous voyez que le taux américain à 10 ans autour de 2 points de base, on a eu un mouvement d'aplatissement de la courbe de taux. Et ça, c'est des sujets qu'on avait déjà abordés par le passé, notamment lors de minutes pédagogiques précédentes. Et puis en Chine, enfin, on voit là aussi des actions chinoises en très forte hausse, plus de 4%. Pourquoi cela? Eh bien voilà, ce rebond très fort, il se poursuit. On est à presque 20% de performance depuis le point bas sur les marchés d'actions chinois. Pourquoi? Eh bien, on le disait tout à l'heure, sur fond, on va dire, d'espoir d'un assouplissement de cette politique zéro Covid. Et puis, on a aussi eu, voilà, sur le front géopolitique, une réunion entre messieurs Biden et monsieur Xi Jinping. Et là aussi, ça vient apaiser un peu les craintes du marché. D'ailleurs, on voit Taïwan qui surperforme très, très fortement sur la semaine. Et donc, s'il y a un message à retenir en sus du mouvement baissier sur les marchés du pétrole, c'est que sur les actions, eh bien, la diversification reste clé dans cette phase de marché. On voit bien les trajectoires de performance différentes et différenciées qui s'inscrivent entre les marchés d'actions américains, les marchés d'actions européens et les marchés d'actions chinois. Alors, sur le plan macro, ton focus va concerner cette semaine justement donc, la politique monétaire, notamment le cycle de resserrement. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que cette année 2022 va signer justement le cycle de resserrement le plus rapide et le plus coordonné de l'histoire.
Et l'idée, c'est de voir éventuellement ce que nous attend, notamment l'année 2023. Oui, tout à fait, hein. C'est vrai que c'est ce qu'on vous illustre ici sur la partie de gauche de cette diapositive. Donc, vous voyez l'évolution des taux courts entre 0 et 1 an, hein, donc qui sont, on va dire, les plus liés aux évolutions de politique monétaire pour, on va dire, les membres du G7. Alors, on aurait pu vous mettre, hein, voilà, l'évolution des taux euros, des taux américains, des taux anglais. Il me semblait que c'est tout à fait illustratif de le montrer comme ça. Et on voit bien ce mouvement extrêmement fort, hein. On est passé, on va dire, d'un taux d'intérêt moyen autour de 0% à, eh bien, des taux d'intérêt moyens pour ces membres du G7 à autour de 3%. Et vous voyez la violence du mouvement, hein, c'est quand même très très significatif et c'est clairement ce qui marquera. Alors, l'année n'est pas tout à fait finie, mais ce sera, on va dire, un des marqueurs très forts de cette année 2022. Eh bien, c'est ce cycle monétaire le plus rapide, le plus coordonné de l'histoire. Et on a vu l'impact que ça pouvait avoir sur les marchés d'actions, sur les marchés de taux. On va y revenir tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, hein, une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est qu'est-ce qui nous attend en effet sur l'année 2023. Et ce qui semble se dessiner, hein, ce qu'on vous met sur la partie droite de cette diapositive, c'est l'évolution de où seront les taux de dépôt donc en zone euro, au Royaume-Uni et aux États-Unis au cours des 12 prochains mois. Donc ça reflète les anticipations de marché. Et vous voyez bien que ce qui est anticipé, eh bien, c'est bien qu'on aura encore des hausses de taux d'intérêt, hein. On peut s'attendre à ce que les taux d'intérêt en zone euro remontent à peu près de 50 points de base pour la fin de cette année, de même aux États-Unis. Donc on va continuer à avancer dans ce cycle de resserrement monétaire, mais à un rythme bien moindre que ce qui a été fait par le passé. Et ça va apporter, ça apporte une réelle respiration pour les marchés, parce que le corollaire de cette, on va dire, de cette précipitation, de cette course à remonter les taux d'intérêt, c'est qu'on a un phénomène de volatilité extrêmement important sur les marchés de taux. Et donc, si on a un ralentissement de la hausse de taux, on va dire des hausses de taux qui sont relativement bien téléphonées aussi, ça devrait apporter une réelle respiration au marché. Et pourquoi est-ce qu'on va passer de cet environnement où on a eu une hausse de taux extrêmement abrupte, hein, encore une fois, hein, je vous disais cette forme de course où les banquiers centraux couraient après l'inflation. Pourquoi est-ce qu'on est passé de cette phase-là et on va passer vers une phase qui sera plus une phase d'observation? Eh bien, c'est parce que les banquiers centraux veulent mesurer l'impact de ces hausses de taux sur l'économie, hein. La hausse des taux d'intérêt, le durcissement des conditions financières, eh bien là aussi, ça a clairement un impact sur l'économie, et bien un impact qu'on voit tout de suite. L'impact qu'on voit tout de suite, on le voit sur les marchés financiers, mais pas forcément sur l'économie réelle. Et ces hausses de taux, ce durcissement des conditions financières, eh bien là, il commence à se voir dans l'économie réelle. Par exemple, si on regarde ce qui se passe en Suède, on a une baisse de l'immobilier, hein, des prix de l'immobilier autour de 10% sur un an. Aux États-Unis aussi, on a une baisse des prix de l'immobilier, alors pas sur un an en glissement mensuel, mais ça commence à se voir. Et puis l'autre raison pour laquelle les banquiers centraux veulent ralentir un petit peu ce rythme de hausse, c'est qu'ils veulent d'une part donner le temps, hein, à ce durcissement des conditions financières à se voir dans l'économie réelle et donc à ralentir le rythme de croissance et donc ralentir l'inflation, mais aussi parce qu'ils veulent éviter les phénomènes de dislocation de marché et notamment les phénomènes d'instabilité financière. Je crois qu'Axel, vous avez notamment exposé cela quand elle avait quand on avait détaillé ce qui se passait sur le marché anglais. Et donc, ce passage, on va dire, de cette étape, cette étape donc illustrée sur la partie gauche de cette diapositive vers cette étape illustrée sur la partie droite de cette diapositive, ça a un impact extrêmement important sur la gestion des portefeuilles. Alors, justement, donc à présent, passons à la minute pédagogique. L'idée aujourd'hui, c'est de s'intéresser à la corrélation, au lien qu'il peut y avoir entre actions et obligations. Une corrélation à 24 mois entre notamment les obligations et les actions américaines. Tout à fait. Alors, si je reprends la définition du Larousse, hein, donc la corrélation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le lien entre deux caractères tels que la variation des valeurs, elles évoluent dans le même sens ou dans le sens opposé. Et c'est ce qu'on vous montre ici sur ce graphique. Donc, on voit quand ces barres grises foncées sont au-dessus de zéro, eh bien, c'est qu'on a le prix des actions et le prix des obligations qui évoluent dans le même sens, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'une baisse du prix des actions, ça veut dire dans le même temps, on a une baisse du prix des obligations. Et puis à l'inverse, quand on est en dessous de zéro, eh bien, on a le prix des actions et le prix des obligations qui évoluent dans le sens opposé, hein. C'est-à-dire qu'une baisse des actions, eh bien, se fait dans le même temps avec une hausse du prix des obligations. Et c'est typiquement
ces mouvements de corrélation négative entre le prix des actions et celui des obligations qui ont prévalu ces dernières années, hein. Et vous le voyez, voilà, depuis. Alors, évidemment, ces phénomènes de corrélation évoluent dans le temps, mais vous voyez que globalement, depuis une vingtaine d'années, et a fortiori depuis la grande crise financière, hein, depuis 2008, eh bien, on a des mouvements de corrélation extrêmement négatifs, hein. C'est-à-dire que lorsque le prix des actions baisse, eh bien, celui des obligations montait et vice-versa. Et pourquoi est-ce que ça a une implication extrêmement importante dans la construction de portefeuille? Eh bien, c'est parce que c'est sans doute des choses qui vous ont été largement mises en avant par vos différents conseillers financiers. C'est qu'il était important, extrêmement important, d'avoir des portefeuilles équilibrés, qui mêlaient et des actions et des obligations. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on avait, on va dire, des perspectives de ralentissement économique, la performance des actions tend à être moins bonne, et même à passer en territoire négatif. Mais sur les marchés obligataires, quand on a un ralentissement économique, eh bien, en général, qu'est-ce qui se passe? Les taux d'intérêt baissent, hein, les banques centrales, elles adoptent une approche plus accommodante, donc elles vont plutôt avoir tendance à baisser leurs taux, hein, pour minimiser, on va dire, la violence du ralentissement économique. Les investisseurs, quand ils anticipent un ralentissement économique, eh bien, ils vont plutôt chercher des actifs refuges, et ça, c'est typiquement, eh bien, des obligations émises par des États bien notés. Donc, vous voyez bien ces phénomènes de vase communicant entre performance des actions et performance des obligations, qui ont servi, hein, très largement, historiquement, de nombreux portefeuilles diversifiés. Sauf que, eh bien, c'est ce qu'on illustre ici sur la partie droite de cette diapositive, eh bien, on voit que ce lien-là, il a évolué, et il a largement évolué cette année, hein. Pourquoi? Eh bien, parce que l'inflation et la persistance de l'inflation, elle induit des fonctions de réaction des banques centrales qui ont évolué. Et d'ailleurs, on le voit bien en ce moment même, hein, c'est-à-dire que dans ce que je vous décrivais sur la diapositive précédente, pardon, on voit bien que, en dépit du ralentissement économique qui se rapproche, eh bien, les banquiers centraux vont continuer à remonter leur taux d'intérêt. Pourquoi? Eh bien, parce que l'inflation est toujours là, sans doute moins importante que ce qu'elle a été par le passé, mais elle est toujours présente. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, encore une fois, et c'est ce qui caractérisera, hein, notamment l'année 2022. Encore une fois, on est là pour essayer de se projeter, et ce qui me semble important de regarder maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut anticiper maintenant qu'on a vu ce mouvement, on va dire, de corrélation positive entre actions et obligations. Alors, le message de la semaine va porter sur les liquidités. L'idée, c'est de voir éventuellement de garder un peu de liquidité à portée de main. Oui, alors tout à fait. Alors c'est vrai que sur le message de la semaine, là aussi, hein, on parle de trajectoire, de trajectoire de banque centrale. Il faut bien garder à l'esprit qu'il y a aussi, on va dire, une trajectoire sur le front de l'inflation. Il faut aussi regarder ce qui se passe sur le front de la croissance. Et là-dessus, il me semble qu'il ne faut pas se voiler la face, hein. C'est-à-dire qu'en dépit du rebond particulièrement fort qu'on a pu voir sur les marchés d'actions en général depuis quelques semaines, ce qui se profile, hein, à l'horizon, eh bien, c'est plutôt un horizon qui s'assombrit. C'est-à-dire qu'on a bien un ralentissement économique qui se dessine sur les mois et les trimestres à venir. Et on a pris cette citation du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être suivi cela au cours des dernières semaines. On a là aussi, hein, en anticipation ou dans le sillage de ce ralentissement économique, eh bien, on commence à avoir des annonces de réduction des effectifs, et notamment dans le secteur technologique américain. On a eu Twitter qui a annoncé, eh bien, qu'ils allaient voilà, mettre de côté près de 3500 employés. On a eu la même chose chez Meta, hein, Facebook, et puis chez Amazon aussi, avec près de 10 000 emplois en moins attendus. Alors 10 000 emplois, c'est beaucoup. À l'échelle d'Amazon, c'est 3% de la masse salariale, hein, c'est quand même conséquent, mais moins conséquent que ce qu'on pourrait l'anticiper. Et notamment dans les messages qui ont accompagné ces annonces, eh bien, on a vu monsieur Jeff Bezos, eh bien, euh, apporter ou amener une forme de message de prudence pour, d'une part, les chefs d'entreprise, mais aussi les particuliers, en leur conseillant, eh bien, de remettre à plus tard certaines de leurs acquisitions ou certains de leurs investissements. Pourquoi? Parce que en période de ralentissement économique, eh bien, il faut aussi se garder, on va dire, voilà, une forme de, de matelas, de coussin de précaution, et garder quelques liquidités justement pour pouvoir faire face à une conjoncture ou à de l'imprévu, avec une conjoncture économique qui se détériore.
Et là aussi, hein, voilà, c'est Monsieur Jeff Bezos et d'aucuns pourraient se dire, enfin, bon, ce n'est qu'un chef d'entreprise parmi d'autres. Là aussi, il est quand même à la tête de la principale entreprise de consommation au monde. Il est très très bien entouré et si il se permet voilà, d'accompagner ces déclarations de ce type de message-là, il y a aussi, on va dire, sans doute une sorte de vertu prédictrice de ce qu'il peut dire. Ou en tout cas, il faut donner quelque importance à ce qu'il peut nous dire. Alors, je lis rapidement, hein, ces conseils s'adressent aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux consommateurs. Les particuliers devraient envisager de reporter l'achat des articles coûteux qu'ils convoitaient et les entreprises devraient ralentir leur acquisition et leur investissement, donc garder un peu de liquidité à portée de main. Cette petite réduction des coûts pourrait faire la différence pour les petites entreprises si les problèmes économiques s'aggravent. Il faut jouer un peu avec les probabilités. Voilà. Donc, du coup, côté microéconomique, à présent, l'idée, c'est de parler des répercussions, justement, sur les classes d'actifs de ce cycle de resserrement monétaire, avec cette même dualité, hein, d'un côté, éventuellement 2022, et de l'autre côté, 2023, et les anticipations que l'on attend. Tout à fait, donc ça fait écho à ce qu'on vous a présenté juste avant, hein. C'est que sur la partie de gauche, eh bien, vous voyez la trajectoire de performance des grands indices d'actions, donc européens, américains, chinois, et puis on a aussi mis le secteur technologique américain là, en écho aux déclarations récentes de monsieur Bezos. Et en dessous de ça, vous voyez la performance d'une obligation de maturité 10 ans en Allemagne. Et donc, vous voyez bien, hein, ça fait bien écho à ce que je vous disais, c'était que, eh bien, dans ce contexte-là, hein, cette corrélation négative, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, cette corrélation positive, excusez-moi, la baisse des marchés d'actions, eh bien, a été accompagnée par une baisse des marchés obligataires. Et ça, c'est relativement inédit, et ça s'explique, eh bien, on l'a dit, par justement cet environnement d'inflation beaucoup moins bénin, où on peut se poser des questions sur eh bien, quels actifs refuges, ou où trouver des actifs refuges dans ce contexte-là. Alors, là aussi, on l'a dit, hein, ça c'est ce qui a caractérisé 2022. Qu'est-ce qui pourrait caractériser 2023? Eh bien, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que sur les marchés d'actions, cette baisse des grands indices, elle s'est faite essentiellement par quelle composante? Par la composante valorisation. Hein. C'est essentiellement les valorisations, les multiples de valorisation qui se sont contractés sur les marchés d'actions. Beaucoup moins les perspectives de croissance bénéficiaire. Et ça, c'est ce qu'on vous illustre ici sur la partie de droite, hein, sur cette diapositive. Donc en haut à droite, vous voyez que la croissance des bénéfices par action 2022, eh bien, elle est en hausse de près de 12%. D'accord? Donc la baisse des marchés d'actions, elle s'est bien plus faite par ce mouvement sur les multiples de valorisation. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a une hausse des taux d'intérêt, et ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour les actions les plus chèrement valorisées. Alors, pour 2023, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, on l'a dit, un ralentissement économique, hein, un risque de récession qui se rapproche à grands pas. Et donc là, eh bien, on le voit, hein, la croissance des bénéfices par action pour 2023, elle est attendue autour de 0% en Europe. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous, on estime que dans ce contexte de ralentissement économique qui se profile à l'horizon, eh bien, il faut plutôt favoriser des entreprises qui pourraient bénéficier d'une forme de résilience, hein, de leur trajectoire de, de profit, et donc qui sont plutôt, on va dire, qui évoluent plutôt dans des secteurs dits défensifs. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe sur les marchés obligations? Sur le marché d'obligations, est-ce qu'on peut estimer que eh bien, ce qui s'est passé en 2022 va se poursuivre en 2023? Eh bien, sans doute pas. Pourquoi? Parce que là aussi, hein, on l'a dit, hein, on est passé d'une phase extrêmement forte, extrêmement rapide de remontée des taux d'intérêt. Maintenant, on va rentrer dans une phase d'observation. Donc ça veut quand même dire un environnement de volatilité qui n'est pas tout à fait le même. Et puis, eh bien, on a quand même eu, on va dire, corollaire de la baisse des prix des obligations, on a eu une remontée des taux d'intérêt. Et on vous illustre ici, là, en bas à droite de cette diapositive, les rendements des obligations sur les marchés du crédit euro de qualité investissement, donc plutôt bien noté, sur ceux du crédit du haut rendement, donc plutôt des entreprises qui, elles, sont plus endettées, et puis sur le taux souverain allemand à 10 ans. Et vous voyez qu'on a eu quand même une forte remontée des taux d'intérêt. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, on retrouve de la valeur sur certains marchés, hein, sur les marchés, on va dire, qui ont tendance à être les plus performants sur les marchés obligataires, c'est-à-dire ceux du crédit.
Non. Donc, vous voyez là aussi, hein, pour des investisseurs qui voudraient avoir une idée de quelle pourrait être la performance sur les marchés du crédit, le rendement au pire ou le rendement à maturité, ça donne quand même une bonne idée voilà, du potentiel de performance de ces marchés-là. Et puis, vous voyez que des taux allemands à 2%, eh bien, ils retrouvent une forme de valeur de protection. Et donc, on pourrait bien voir là aussi, ces jeux de corrélation, eh bien, seraient orientés dans le bon sens. Et donc, dans ce contexte-là, il nous semble particulièrement opportun, eh bien, de pouvoir remettre, on va dire, se réexposer à certains marchés d'actions, à certains marchés du crédit, donc à se réexposer à des moteurs de performance, et dans le même temps, eh bien, à se réexposer à des moteurs de gestion des risques qui ont fait leur preuve par le passé. Alors enfin, côté idée d'investissement, donc on va s'intéresser à 2 fonds. Donc aujourd'hui, tout d'abord, Carmignac Portfolio Grande Europe et ensuite Carmignac justement, donc Portfolio Patrimoine Europe. Alors on va commencer donc par le premier, le Carmignac Portfolio Grande Europe. Alors qu'elle vient nous dire justement sur notamment les mouvements d'achat et de vente à l'intérieur de ce fonds? Oui, tout à fait. Donc, c'est bien, on va dire, dans le sillage de ce que je vous disais, hein. Donc, dans le fonds Carmignac Portfolio Grande Europe, hein, donc qui est un fonds d'actions européennes de grande capitalisation. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a justement essayé de tirer parti de cet environnement, de cette baisse forte des marchés d'actions, notamment sur les actions qui étaient, on va dire, les plus chèrement valorisées ou celles qui ont le plus souffert de cette remontée des taux d'intérêt. On vous en a listé quelques-unes ici, hein, donc dans des secteurs là aussi plutôt résilients, que ce soit celui de la santé par exemple, celui des logiciels, celui de l'énergie renouvelable ou de l'énergie plus verte. Donc, on a eu tendance à renforcer certaines positions sur ces secteurs-là. Et puis, eh bien, à l'inverse, on a eu tendance à réduire certaines positions, à vendre certaines positions qui sont, elles, plus exposées, on va dire, au cycle économique, que ce soit voilà, des services de livraison à domicile, ou en tout cas certaines valeurs du secteur de la santé qui tendent à être aussi là aussi un peu plus volatiles, notamment dans celui des biotech plutôt que des grands laboratoires pharmaceutiques. Et pour Carmignac, justement, donc Portfolio Patrimoine Europe, l'idée, c'est de s'intéresser un peu à l'exposition, notamment dans les différentes classes d'actifs, justement, pour ce fonds. Bien sûr, donc ça, si vous voulez, Carmignac Portfolio Grande Europe, ça pourrait, voilà, une autre illustration, une autre façon de le voir, c'est de regarder ce qui se passe sur la partie de gauche, hein, cette allocation action, hein, qui, là aussi, hein, on n'est pas schizophrène chez Carmignac, ça reflète, on va dire, largement nos vues sur du risque spécifique, sur des actions spécifiques au sein de cette poche d'investissement. Donc, vous voyez là aussi, hein, ces grands secteurs que je mentionnais, la santé, l'informatique, la consommation la plus résiliente. Vous voyez que le niveau d'exposition nette au marché d'actions, il est autour de 35%. Là aussi, hein, c'est des thématiques sur lesquelles on était revenu qu'on avait abordé par le passé, mais que là aussi, dans des marchés baissiers, eh bien les marchés, ils évoluent pas à sens unique. Il y a de la valeur. On avait parlé de bear market rally, si vous vous souvenez bien. Donc, on aime bien avoir des actions et l'histoire récente a prouvé qu'on avait bien fait d'en avoir. Par contre, au sein de ces actions, plutôt des actions défensives. Et puis, je vous le disais, on retrouve une forme de valeur de protection sur certains actifs et notamment sur les obligations émises par des émetteurs souverains bien notés. Et donc, vous voyez que la sensibilité au taux d'intérêt, donc ça c'est le petit curseur le plus à droite, et bien on est repassé en territoire positif, hein, on est autour de 2 points de sensibilité. Et donc, vous voyez qu'on remet du risque en portefeuille, des moteurs de performance, hein, donc sur les actions, sur les marchés du crédit aussi, hein, vous le voyez, hein, 7% sur du crédit, 4% sur de la dette gouvernementale, on va dire moins bien notée, un peu de crédit structuré. Et puis dans le même temps, eh bien, on remet des moteurs de gestion de gestion des risques, notamment avec eh bien, ces tokens européens. Alors justement, 3 questions pour toi, Kevin, avant de se quitter. La première concerne donc le ralentissement de la hausse des taux. Est-ce que ce ralentissement de la hausse de taux en 2023 est intégré selon toi justement déjà dans les cours de bourse? Et est-ce que le CAC 40 est proche donc de ses plus hauts historiques éventuellement? Alors, est-ce que ce ralentissement de la hausse des taux, il est intégré? Ben, pas complètement.
hein. C'est-à-dire que là aussi, hein, alors, sur les marchés de taux en tant que tel, je pense qu'il est quand même relativement bien intégré, hein, c'est ce qu'on disait. En tout cas, sur les parties courtes des courbes de taux d'intérêt, le ralentissement économique qui se rapproche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des phénomènes d'aplatissement des courbes de taux d'intérêt, c'est-à-dire que les taux d'intérêt les plus longs, eux, ils ont encore de la place pour aller baisser un petit peu, et ça notamment aux États-Unis. Sur les marchés d'actions, non, je ne crois pas que ce soit encore bien reflété, et c'est pour ça d'ailleurs, hein, qu'on privilégie ces actions, on va dire, qui donnent le plus de visibilité, parce qu'elles ont vraiment un potentiel de surperformance par rapport au reste de la cote. D'accord. Sur le marché, des obligations d'entreprise, est-ce qu'il est plus intéressant pour toi plutôt d'aller, sur les obligations à haut rendement, donc les obligations les moins bien notées, ou plutôt les obligations donc en fait, dites et investment grade, donc les mieux notées et du coup, qui ont un rendement a priori un peu plus réduit? Qu'est-ce qui te semble le plus intéressant aujourd'hui? Alors, c'est une très, très bonne question parce que, voilà, encore une fois, on l'a abordé plusieurs fois, hein. C'est vrai qu'il y a on est partagé entre, eh bien, voilà, il y a une inflation qui reste quand même très présente, donc ça veut dire qu'on veut plutôt avoir des rendements réels positifs, donc des rendements ajustés de l'inflation qui soient les plus élevés ou les moins négatifs possibles. Et puis, dans le même temps, beh, il y a ce ralentissement économique qui se dessine à l'horizon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on n'a pas trop envie d'être investi ou de prêter de l'argent à des entreprises qui sont beaucoup trop endettées. Et donc, eh bien, il y a bien cette forme de bras de fer là. Alors, ça peut ressembler à un dilemme. Là aussi, quand on est un gérant actif, eh bien, c'est plutôt une source, on va dire, d'opportunité. Pourquoi? Parce que si ce dilemme-là, il anime, eh bien, la personne qui a posé cette question ou les opérateurs de marché en général, eh bien, ça crée des phénomènes où on a en général on va dire, une perception des risques qui est quelquefois surestimée. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça concrètement dans les portefeuilles? Eh bien, on investit majoritairement, hein, sur des entreprises de crédit dit de qualité investissement, donc plutôt investment grade, donc plutôt endetté, mais on va aussi chercher de la valeur sur certains émetteurs à haut rendement. Donc, on a plus d'investissement sur le crédit investment grade, mais évidemment qu'on se garde la place pour, et on le fait pour aller investir sur certains émetteurs qui sont, eux, plus endettés ou et dont la perception des risques est quand même quelque peu exagérée. En tout cas, nous semble quelque peu exagérée. Parce que là aussi, il faut avoir en tête que euh, euh, ce qui est important quand on achète un actif financier, c'est qu'est-ce qui est intégré, hein, dans le cours de ces actifs-là. Et quand on est très très bien rémunéré, eh bien, on va dire que quand le scénario du pire est intégré dans les cours d'un émetteur donné, ça vaut en général la peine d'aller y investir. Alors, 2 derniers points, Kevin, pour ne pas faire trop long. La première, c'est une question de Denis qui nous dit, vous avez parlé et donc il semble donc d'un rebond du marché chinois. Est-ce que vous pensez que Carmignac émergent, qui n'a pas trop performé cette année, pourrait suivre justement la hausse de ce marché chinois, en fait? Alors merci, Denis pour cette question. Oui, je suis convaincu que Carmignac, émergent, est bien positionné pour bénéficier de ce rebond-là, hein. Je crois que je vous encourage à réécouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'intervention de J'aimerais, la semaine dernière, qui a largement couvert ces marchés d'actions chinois. Alors je me permettrai quand même de vous indiquer que, cette année, hein, Carmignac, émergent, voilà, pas trop bien, a délivré une performance qui est en ligne avec celle de son indice. Alors, certes, en termes absolus, c'est une forme de contre-performance, hein, avec autour de moins 14, moins 15% de performance depuis le début de l'année. Mais là aussi, hein, c'est de la gestion action. C'est de la gestion action, on va dire, de long terme et sur des horizons plus longs, hein, qui sont plus proches de ceux d'un investissement action sur 3 ans, sur 5 ans. On a une très très forte surperformance du fonds Carmignac émergent. Et là aussi, hein, sur la trajectoire, on va dire, de performance un peu plus récente, Carmignac émergent a très largement, on va dire, rattrapé son retard sur les indices, et il est aujourd'hui, il me semble, très bien positionné pour bénéficier d'une part de cette reprise des marchés d'actions chinois. On y est très exposé, et puis d'autre part pour faire face à, on va dire, un ralentissement économique possible, parce que là aussi, au sein de ce portefeuille Carmignac émergent, on privilégie plutôt des valeurs sur lesquelles on a une bonne visibilité sur la trajectoire de résultats.
Un fonds qui, je le rappelle, est disponible donc, en direct sur la plateforme transactionnelle d'EasyBourse et également dans l'offre d'assurance vie justement d'EasyBourse. Merci énormément Kevin, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci énormément à vous tous pour votre présence, pour justement votre fidélité et pour également votre dynamisme. Voilà, donc je vous dis très bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.